En septembre 2019, il m'est arrivé une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. C'est à cette époque que j'ai fait la connaissance d'une fille, par pur hasard, dans la section commentaires d'une simple publication Facebook. Ce n'était pas une rencontre extraordinaire en apparence, juste quelques échanges numériques. Pourtant, elle m'a immédiatement intrigué. Elle avait un joli visage, une allure séduisante, mais surtout, elle paraissait sympathique, drôle, pleine de cette légèreté qui donne envie d'en savoir plus. Nous avons continué à discuter plusieurs semaines. Jour après jour, message après message, j'ai commencé à avoir l'impression de mieux la connaître. Et au bout d'un moment, je me suis décidé, pourquoi ne pas franchir le pas et aller la voir en vrai? J'ai donc pris la décision un peu folle de rouler tout le trajet entre White Plains et Pittsburgh, juste pour qu'on puisse passer un week-end ensemble. Je revois encore un ami me demander « Mais dis-moi, vous vous êtes déjà vraiment parlé au téléphone ?» J'avais répondu que oui, un peu, mais que la majorité de nos échanges passaient surtout par texto et Messenger. Mon ami un peu sceptique m'avait conseillé de discuter davantage avec elle, de vive voix, sur des sujets variés, afin d'éviter une mauvaise surprise. Eh bien, il avait eu raison. Je vous passe les détails inutiles, mais dès mon arrivée, j'ai compris que cette fille et moi n'étions pas du tout aussi compatibles que je l'avais espéré. J'avais initialement prévu de rester le week-end entier, d'aller manger dehors, peut-être voir un film ensemble. Mais dès le samedi, j'ai décidé de couper court et de rentrer à New York. Je m'étais dit que si je reprenais la route vers 19 heures, je serais de retour à la maison aux alentours d'1 heure du matin. J'allais certes être épuisé, mais pas au point de risquer un accident. Alors, après un dernier repas rapide, j'ai pris ma voiture et je suis monté sur la route 22 à 19h30. Après environ 3 heures de route, le soleil n'était plus qu'un souvenir rougeoyant derrière moi. Devant, la nuit s'étendait, lourde et silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai vu un panneau indiquant Rosecrans, PA. Il faisait noir depuis une bonne trentaine de minutes et j'ai remarqué sur ma gauche la lumière vive d'une station-service Senco, comme une petite île illuminée au bord de l'autoroute. Et comme par malédiction, quelques kilomètres plus loin, mon tableau de bord s'est allumé. Réservoir presque vide. Cela m'arrive toujours. Jamais l'alerte ne se déclenche quand j'approche d'une station, toujours après l'avoir dépassée. Et bien sûr, j'étais sur une autoroute divisée par un large terre-plein, impossible de faire demi-tour. J'ai demandé à mon téléphone « Siri, où est la prochaine station essence ?» La voix artificielle m'a répondu qu'il y en avait une sur l'US 15, à 20 ou 30 minutes. Pas le choix, je ne voulais pas tomber en panne au milieu de nulle part. La route était vide, pas un phare devant moi, pas un seul derrière. Un silence parfait, seulement brisé par le ronronnement du moteur. Je me suis dit que j'étais assez tranquille pour baisser les yeux 2 secondes vers l'écran de mon téléphone, histoire de confirmer la sortie à prendre. 2 secondes à peine, mais quand j'ai relevé la tête, elle était là, une silhouette au milieu de l'asphalte, éclairée par mes phares. J'ai écrasé la pédale de frein si fort que ma nuque a craqué. La voiture a tremblé, les pneus ont hurlé, mais j'ai réussi à garder le contrôle. En une fraction de seconde, la silhouette floue s'est transformée en une jeune femme à quelques mètres seulement de mon pare-choc. Mon premier réflexe aurait été de hurler « Mais t'es complètement folle de marcher là ?» Mais aussitôt j'ai compris. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert de sang, ses cheveux collés par une plaie sur le crâne. Plus tard, je verrai qu'elle n'avait même pas de chaussures. Dès que la voiture s'est arrêtée, elle a boité jusqu'à la portière passager. Elle a tiré sur la poignée
Mais comme je garde toujours les portes verrouillées, le bruit n'a été qu'un cliquetis sec. Et alors, elle a hurlé d'une voix qui glaçait le sang. Ouvre la porte, je t'en supplie, je t'en prie. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mon instinct m'a poussé à regarder autour, à vérifier que celui ou ceux qui lui avaient fait ça n'étaient pas cachés dans l'ombre. Car évidemment, si quelqu'un voulait piéger un conducteur, utiliser une fille blessée comme appât était une méthode efficace. Mais je n'ai vu personne. Et quand elle a crié à nouveau, avec cette panique qui sonnait vraie, quand j'ai vu son sang de près, quand j'ai entendu cette voix brisée, ma méfiance a cédé. J'ai déverrouillé. Elle s'est précipitée à l'arrière, claquant la porte derrière elle. À peine la voiture repartie, elle a lancé. « Monsieur, allez plus vite. On ne roule pas assez vite. Ils vont nous rattraper. » J'ai appuyé sur l'accélérateur et demandé « Mais qui ça, il ?» Elle a répondu qu'elle ne savait pas, que il l'avait enlevé. Et c'est là que j'ai vu, autour de son poignet gauche, une paire de menottes. Une boucle encore fermée, l'autre pendant librement. Je n'avais besoin d'aucune explication supplémentaire. J'ai appuyé à fond, roulé plusieurs miles, les yeux rivés au rétroviseur. Quand j'ai constaté qu'aucune lumière ne nous suivait, j'ai ralenti un peu, de 110 à 50 km/h. Mais aussitôt, elle s'est mise à hurler. « Pourquoi tu ralentis? Accélère! Tu ne comprends pas? Ils vont nous retrouver! » Je tentais de garder mon calme, expliquant qu'on ne pouvait pas foncer comme des fous sans risquer de croiser un flic. Mais ces mots m'ont glacé. « Tu ne comprends pas. On veut que la police nous trouve. Si ces types nous rattrapent, ils te tueront toi aussi. » Et à ce moment-là, je n'ai pas douté. Si ces gens avaient osé la menotter, la frapper à la tête, ils n'hésiteraient pas à m'abattre pour la reprendre. Étrangement, ça m'a presque soulagé, car en voyant les menottes, une pensée m'avait traversé l'esprit. « Seigneur, fais que je n'ai pas mis dans ma voiture une criminelle en fuite. » Mais non, ce n'était pas la police qu'elle fuyait. Alors j'ai repris de la vitesse, sans dépasser les limites, surveillant sans cesse mon rétroviseur. Chaque seconde, je m'attendais à voir surgir 2 phares. Et soudain, je me suis rappelé, mon réservoir presque vide. Quand je lui ai dit qu'il faudrait s'arrêter à la prochaine station, elle a explosé. Elle criait, refusait d'y croire. Son sauveur risquait la panne sèche. Elle répétait le même juron encore et encore, jusqu'à ce que je parvienne à la calmer. Je lui ai dit de prendre mon téléphone et d'appeler la police, de leur dire de nous retrouver à la station où nous allions nous arrêter. Elle a saisi l'appareil et composé le 911. Pendant qu'elle parlait, j'ai écouté. Sa voix tremblait, mais elle donnait des détails. Elle expliquait qu'elle avait été kidnappée, emmenée dans une cabane perdue au fond des bois, attachée à un tuyau métallique avec des menottes. Elle avait fini par briser ce tuyau pour s'échapper. Et là, d'une voix brisée, elle a dit au policier « Je ne... » Elle avait dit au téléphone d'une voix tremblante « Je ne sais pas grand-chose. » J'ai deviné que c'était en réponse aux questions pressantes du policier. Qui était-il? Où êtes-vous exactement? Mais à travers ce bref échange, j'ai compris l'essentiel. Elle avait été séquestrée depuis plusieurs jours déjà. Plusieurs jours. Et durant ce temps, ceux qui la retenaient lui avaient infligé des choses horribles. Pas seulement de la violence physique, mais une cruauté inhumaine, méthodique, qui me soulevait le cœur rien que d'y penser. Lorsque j'entendais sa voix détailler quelques fragments de ce calvaire, j'ai remarqué l'aiguille de mon compteur grimper toute seule, comme si mon pied s'alourdissait sur l'accélérateur. 60,
70, 75 miles à l'heure. J'avais envie de m'arracher la peau tant ces mots me faisaient frissonner, comme si je partageais une part de son supplice. Et dans mon imagination, les hommes qui lui avaient fait ça prenaient déjà la forme de monstres, des bêtes immondes sans visage. Je ne savais pas encore que j'allais croiser leur route plus tôt que je ne l'aurais cru. Nous avons continué de filer sur l'autoroute jusqu'à atteindre la sortie indiquée par mon GPS. Puis après quelques minutes à traverser les petites routes de Pennsylvanie plongées dans un silence rural, nous avons atteint la station-service où nous devions retrouver les policiers. Mais personne. Pas de gyrophare, pas de véhicules officiels. Le lieu était désert, à l'exception de quelques lampadaires jaunâtres qui grésillaient dans la nuit. Quand la jeune femme s'en est rendue compte, elle a paniqué à nouveau. Elle s'est mise à crier dans la voiture. « Où sont-ils? Ils avaient dit qu'ils seraient là. Où sont-ils » J'ai tenté de la calmer, expliquant qu'ils devaient être en chemin, qu'il suffisait d'attendre quelques minutes. Mais rien n'y faisait. Sa respiration devenait saccadée, ses yeux furetaient partout, chaque phare au loin la faisait sursauter. Pendant plusieurs minutes, elle est restée assise sur le siège passager, guettant la moindre voiture qui passait devant la station, persuadée que chacune d'elles pouvait être eux. Puis, lorsqu'une berline banale s'est engagée sur le parking pour s'arrêter à une pompe, elle a explosé. « Merde, je m'en vais d'ici !» Et avant que je n'ai pu réagir, elle a ouvert la portière, pieds nus sur l'asphalte glacé, et s'est mise à courir derrière la station, vers un épais rideau d'arbres. « Attends !» ai-je crié, mais elle ne s'est même pas retournée. Son corps frêle disparaissait déjà dans les ombres, le demi-bracelet de menottes pendant à son poignet cliquetant à chaque foulée, puis elle s'est volatilisée dans la nuit. Mes cris ont attiré l'attention de l'homme qui venait de s'arrêter pour faire le plein. Pendant un instant, j'ai cru que c'était peut-être l'un des types qu'elle fuyait. Mais quand je lui ai dit que tout était sous contrôle et que la police arrivait, il s'est contenté d'hocher la tête en silence avant de retourner à sa voiture. Comme j'avais stationné face à l'ensemble du parking, loin des pompes, pour garder une vue d'ensemble, au cas où eux surgiraient, je me suis dit qu'il fallait malgré tout faire ce que j'étais venu faire, remplir mon réservoir. Je me suis donc replacé à une pompe, juste en face de l'homme à qui j'avais parlé. Nous avons échangé quelques banalités, évoqué la fille. J'ai expliqué comment je l'avais trouvée sur la route, en état de terreur absolue. Il a opiné, reconnaissant que quelque chose de grave se tramait, puis il m'a souhaité bonne chance avec la police avant de payer et de partir. À peine avait-il quitté les lieux qu'une autre voiture est entrée sur le parking. Une berline 4 portes, assez classe, qui s'est arrêtée juste derrière moi. 3 hommes en sont descendus, des types ordinaires en apparence, la quarantaine, la cinquantaine peut-être. Mais au lieu de s'approcher de la pompe ou du magasin, ils se sont mis à balayer les alentours du regard, comme des chasseurs en quête d'une proie. Je jetai un œil à ma jauge d'essence, un autre à ces inconnus. Et soudain, l'un d'eux, le plus âgé, m'a interpellé. « Hé, vous n'auriez pas vu passer une petite nana par ici ?» Mon cœur s'est serré. Je suis un piètre menteur. Un simple non n'aurait pas été crédible. Alors j'ai choisi une demi-vérité. Oui, j'ai vu une fille bizarre au milieu de la route. Elle essayait de me faire m'arrêter, mais j'étais sûr qu'elle voulait me carjacker. Du coup, j'ai verrouillé mes portes et j'ai filé. J'ai évité de croiser son regard, fixant plutôt un point derrière lui. Et j'ai ajouté d'un ton ironique. « Pourquoi ? Elle s'est échappée d'un asile ou quoi ?» Les 3 hommes ont ri. Un rire faux, désagréable.
J'ai cru l'espace d'un instant avoir réussi à les convaincre. Mais tandis que le plus vieux me faisait face, ses deux acolytes se sont écartés. L'un s'est approché de ma voiture, jetant des coups d'œil à travers les vitres. L'autre a scruté la direction dans laquelle la fille avait réellement disparu. Puis l'homme âgé a demandé d'une voix neutre: « Vous avez appelé le 911 ?» Encore une fois, j'ai dit une demi-vérité. Oui, j'ai appelé parce que j'avais peur que cette folle finisse écrasée sur la route et que ce soit moi qu'on accuse. J'ai joué la carte du conducteur exaspéré. Pas une performance digne d'un Oscar, mais j'ai puisé dans ma peur réelle pour rendre ça crédible. Malgré tout, je voyais bien que les deux autres n'étaient pas dupes. L'un d'eux scrutait l'intérieur de ma voiture, cherchant le moindre indice de sa présence. Mon angoisse a explosé. Et si elle avait laissé un vêtement, une mèche de cheveux, une trace de sang, et mon téléphone? Était-il sur le tableau de bord, maculé de rouge? Mais en glissant ma main dans ma poche, j'ai senti son poids. Soulagement. Alors j'ai pris un ton plus brusque, comme l'aurait fait n'importe quel automobiliste, voyant qu'on fouillait sa bagnole. « Hé, tu cherches quoi, là ?» ai-je lancé sèchement. L'homme m'a regardé, a esquissé un sourire froid, puis a reculé. Le plus vieux a dit, d'une voix sinistre: « Ne fais pas attention à lui, c'est juste un curieux de nature. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Finalement, ils ont fait mine de se détourner, prétextant une excuse quelconque, et ont continué à traîner sur le parking. Moi, je suis allé payer mon essence. En revenant, je les ai vus marcher encore, plus lentement, mais toujours avec ce regard en chasse. Je suis resté dans la boutique, jouant les indécis devant les rayons de snacks, observant discrètement. Quelques minutes plus tard, ils ont regagné leur berline et quitté les lieux. J'ai soufflé. J'ai pris un café brûlant, avalé 2 barres protéinées et raconté toute l'histoire au caissier, encore tremblant. Puis enfin, 20 minutes plus tard que prévu, les policiers sont arrivés. Je leur ai tout répété, sans omettre le passage des 3 hommes. J'ai insisté sur la façon dont ils semblaient savoir, comme s'ils avaient un moyen de la suivre, de la pister, peut-être même un dispositif accroché à son poignet ou dissimulé dans ses vêtements. Au début, ça m'a semblé trop digne d'un film de science-fiction. Mais plus j'y repensais, plus l'idée d'un mouchard devenait crédible. Et c'est cette pensée qui me hante encore aujourd'hui. Je savais que je roulais sur un tronçon désert d'autoroute, perdu quelque part entre 2 comtés, et qu'il était déjà presque 23 heures. Mais le fait que ces hommes semblaient savoir exactement où s'arrêter, quelle voiture elle avait prise, et même dans quelle direction elle s'était enfuie, cela me hantait. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. À mes yeux, il était presque certain qu'il disposait d'un moyen de la suivre. Même le policier à qui j'ai parlé m'a confié que, si c'était bien un enlèvement, alors la fille avait probablement été équipée d'un dispositif de traçage. Le plus logique, les menottes qu'elle portait encore au poignet lorsqu'elle a grimpé dans ma voiture. Avant de repartir, l'un des agents m'a remercié. Il m'a dit que, malgré la peur et le traumatisme potentiel, j'avais pris la bonne décision en appelant la police. Selon lui, mon geste nous rapprochait d'une arrestation, d'une justice rendue. Il a ajouté que les types qui la poursuivaient avaient peut-être commis une énorme erreur. Leur visage et leur plaque d'immatriculation avaient été enregistrés par les caméras de la station-service. Et si c'était moi qui les avais menés là, je devais être fier de moi. Ces mots m'ont fait du bien. Une lueur de réconfort dans cette nuit noire. Mais à vrai dire, c'était la seule chose qui m'a un peu soulagé. Car toutes mes autres pensées étaient sombres, très sombres.
Elles m'ont rongé durant les 3 heures de route qu'il me restait avant de rejoindre New York. 3 heures à me demander dans quel enfer j'avais failli mettre les pieds. 2 jours plus tard, un détective m'a rappelé. J'ai repris toute l'histoire depuis le début, chaque détail que ma mémoire me permettait. Puis à la fin, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres. Est-ce que vous avez retrouvé la fille? Sa réponse a été glaciale. Non, aucun signe d'elle. Mais ils avaient retrouvé le propriétaire du véhicule dans lequel les hommes circulaient. Pour le reste, ils étaient encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il m'a dit que si jamais il avait besoin de détails supplémentaires, il me recontacterait. Mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles, ni de lui, ni de la police de Pennsylvanie. Et pourtant, j'y pense encore. À cette fille, qui était-elle? Qui étaient ces hommes? Est-ce qu'elle a réussi à fuir assez loin pour vivre sans cette peur au ventre? Ou bien est-ce qu'ils l'ont rattrapée? Parfois, dans mes bons jours, j'aime croire qu'elle s'est échappée, qu'elle vit aujourd'hui heureuse, mariée à un homme bien, avec des enfants, et que tout ce cauchemar n'est plus qu'un souvenir lointain. Mais les jours où mon moral est plus bas, j'ai ce poids dans l'estomac, cette certitude glaciale qu'ils ont fini par la retrouver et qu'ils l'ont réduite au silence, pour toujours. Story 2. Je m'appelle Nick, je viens d'Angleterre. Et voici une histoire qui remonte au milieu des années 90, une époque où notre fils n'avait que 4 ans. Nous avions décidé, ma femme et moi, de partir en vacances familiales en Toscane, en Italie. C'était elle qui avait trouvé la perle rare, une villa magnifique perchée dans les collines, au-dessus d'un village nommé Lucalena. La brochure nous avait fait rêver, une bâtisse rustique, des vignes à perte de vue, une piscine privée, un vrai coin de paradis, et le prix étonnamment bas comparé aux appartements plus proches des villes. Nous n'avons pas hésité. 2 semaines réservées, à compte payé. Nous avons compté les jours comme des enfants avant Noël. Nous avons atterri à Pise en fin d'après-midi. Le vol avait été un calvaire pour notre petit homme, mais tout s'est arrangé grâce à une glace énorme qu'on lui a achetée avant de prendre la route. Le trajet jusqu'à Lucalena durait environ 3 heures. Quand nous nous sommes approchés du village, la nuit était déjà tombée depuis longtemps. Le ciel de la campagne italienne était d'une clarté incroyable, constellé d'étoiles. Tom, fasciné, s'est endormi en les regardant à travers la vitre. Ma femme, elle, luttait pour garder les yeux ouverts. Et moi aussi, j'étais épuisé par cette longue journée de voyage. Lorsque nous sommes arrivés à une intersection, je n'ai pas voulu prendre de décision à l'aveuglette. J'ai arrêté la voiture, sorti ma carte et vérifié la direction. J'ai dit à ma femme que nous n'avions plus que 15 ou 20 minutes de route. Elle a soupiré de soulagement. Nous avons alors emprunté un chemin en pente raide qui s'élevait vers les collines. Comme je ne voyais pas ce qui nous attendait au sommet, j'ai ralenti pour franchir la crête en douceur, et c'est là que l'impensable est arrivé. Un homme a bondi hors des buissons, juste à côté de la route. Éclairé par mes phares, il tenait un fusil à double canon pointé droit sur nous. J'ai freiné d'un coup, ma femme a crié, paniquée. J'essayais déjà de passer en marche arrière quand un deuxième homme a surgi. Il a repoussé le fusil vers le bas en criant « Non! Non !» Le premier, surpris, a obéi. Ils nous ont regardés avec des yeux écarquillés, comme s'ils venaient de réaliser que nous n'étions pas les personnes qu'ils attendaient. Le deuxième homme s'est avancé, a frappé à ma vitre. Je l'ai baissé avec une main tremblante, et il a affiché ce sourire nerveux, presque maladroit, en répétant « Mi scusi molto, signor ». Je savais grâce à mon guide de poche que cela signifiait
Je suis vraiment désolé, monsieur. Mon italien était médiocre et la peur m'avait vidé de mes mots. Tout ce que j'ai réussi à balbutier a été « Parla anglaise? Do you speak English ?» L'homme a secoué la tête en répétant « No, no, no English ». Ma femme, toujours terrifiée, a demandé « Are you police ?» Le type a souri de toutes ses dents. « Si, police ». Puis il a ajouté « Avanti, via. Allez-y, circulez ». Nous l'avons remercié à la hâte. À l'arrière, Tom venait de se réveiller, les yeux grands ouverts, et demandait « Maman, papa, qui sont ces hommes ?» Nous avons répondu que c'étaient des policiers, qu'ils avaient été gentils et qu'ils nous laissaient repartir. Ma femme, qui voulait rassurer notre fils, avait l'air de le croire elle-même. Mais moi, pas une seconde. Arrivés enfin à la villa, nous avons été émerveillés par sa beauté. Cela a apaisé nos nerfs un moment. Tom a été mis au lit et après s'être assis dans le silence, j'ai confié à ma femme ce que je pensais. Ces hommes n'étaient pas la police. Pas d'uniforme, pas de badge, rien. Le fusil semblait venir d'une ferme plutôt que d'un arsenal officiel. Elle m'a demandé « S'ils n'étaient pas flics, qui étaient-ils » J'ai répondu d'une voix grave « La mafia ». Un silence pesant a envahi la chambre. Puis en réfléchissant à mes arguments, elle a fini par admettre que ça collait. Deux mafieux, embusqués, prêts à attaquer, mais qui avaient confondu leur cible. Nous avons envisagé d'appeler la police locale. Mais à cette idée, mon ventre s'est noué. Dénoncer la mafia dès notre premier jour en Italie, c'était peut-être plus dangereux que l'embuscade elle-même. Alors nous avons choisi la prudence. La règle d'or que tout le monde connaît, ne jamais attirer l'attention de la mafia. Et c'est ainsi que nous avons passé 2 semaines dans ce paradis, avec au fond de nous l'écho d'un fusil pointé en pleine nuit. Le lendemain matin, après cette nuit terrifiante où nous avions failli être pris dans ce qui ressemblait fort à une embuscade de mafieux armés, nous avons décidé d'essayer de vivre normalement et de descendre à Lucilena, le petit village situé en contrebas de notre villa. Nous avions besoin de marcher, de respirer un peu, de découvrir l'endroit, mais aussi de calmer nos nerfs. C'est ainsi que nous avons découvert un petit bar de village, pittoresque, chaleureux, avec ses murs blanchis à la chaux et ses tables en bois sombre, patinées par les années. On y servait des panini simples mais délicieux, de l'espresso serré comme seuls les Italiens savent le préparer, et toute une vitrine remplie de petites pâtisseries locales, dorées et sucrées. Je commandai un café pour moi, histoire de rester éveillé après une nuit presque blanche. Ma femme et notre fils de 4 ans, Tom, prirent chacun un coca et allèrent jouer dans la petite salle de jeu attenante, où trônait un vieux baby-foot en métal. Les rires de Tom résonnaient, contrastant avec la tension que je gardais encore en moi. Je m'assis donc au comptoir, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le barman parlait un anglais correct. C'était rare dans un si petit village. Nous avons entamé la conversation. Je lui ai parlé de notre voyage. Il m'a donné quelques recommandations de restaurants, des adresses de trattoria familiales perdues dans les collines. La discussion avait quelque chose d'apaisant, presque rassurant. Mais soudain, un groupe d'hommes plus âgés, qui buvaient leur café en jouant aux cartes dans un coin de la salle, se mirent à gesticuler vers la télévision accrochée au mur. Le barman haussa le volume. Un journal télévisé local était diffusé. Je demandai au barman de quoi il s'agissait. Il écouta quelques instants la présentatrice, puis se tourna vers moi avec un air grave et me dit en anglais « Il y a eu un meurtre non loin d'ici. Un homme d'affaires. Il a été tué. Terrible affaire. » Mon cœur se serra.
Je lui demandai où exactement. Il consulta rapidement les hommes âgés, qui semblaient déjà au courant, puis il confirma mes soupçons les plus noirs. Le meurtre avait eu lieu presque exactement à l'endroit où ces hommes armés avaient bondi des buissons pour nous braquer la veille. Je ne dis rien à ma femme sur le moment. Elle était déjà suffisamment effrayée. Mais plus tard, de retour à la villa, alors que nous nous préparions pour sortir dîner, je lui racontai la vérité. Elle blêmit. Nous savions désormais que ce n'était pas une erreur de perception, ni une mauvaise plaisanterie. Nous avions croisé la route de tueurs, probablement de la mafia, qui attendait une autre cible. Nous aurions pu aller à la police. Mais qui nous disait que la police n'était pas infiltrée? Et même s'il y avait des policiers honnêtes, comment leur expliquer cela dans un italien approximatif, sans preuve tangible? Nous avons donc fait le choix du silence, convaincus que le plus sûr était de ne pas attirer l'attention. Le soir venu, nous nous rendîmes dans un petit restaurant recommandé par le barman. L'endroit était magnifique. Nappe à carreaux, odeur d'huile d'olive chaude et de basilic, plats copieux servis avec une générosité à l'italienne. Tom, d'habitude difficile avec la nourriture, mangeait tout avec appétit. Quand vint le moment de payer, le serveur revint accompagné du propriétaire. Dans un anglais hésitant, ils nous expliquèrent que notre repas avait déjà été réglé. Je demandai par qui, pensant à une erreur. Mais leur réponse nous glaça le sang. Par quelqu'un avec qui vous avez eu un malentendu. Ce ne fut que le lendemain, lorsque la même scène se répéta, repas gratuit, insistance à ne rien payer, que nous comprîmes. C'étaient les hommes de la mafia. C'était leur façon de s'excuser, ou peut-être de s'assurer que nous garderions le silence. Les jours suivants, nous avons continué à manger ailleurs, dans d'autres villages, histoire de ne pas trop profiter de cette générosité encombrante. Mais chaque fois que nous retournions à ce restaurant précis, l'accueil était chaleureux, les serveurs nous offraient des glaces à Tom, et les sourires semblaient sincères. Peut-être que les mafieux payaient réellement la note au restaurateur. Peut-être que c'était une manière d'effacer leur erreur. Nous ne le saurons jamais. Nous n'avons jamais revu ces hommes armés, mais au fond de moi, je savais qu'eux, probablement, nous voyaient encore. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé dans une toute autre situation, mais tout aussi angoissante. Cette fois-ci, j'étais à Chicago. J'avais un travail qui me faisait finir tard, de midi jusqu'à 10 heures du soir, parfois 10h30. Cela signifiait que je devais rentrer chez moi la nuit, fatigué, affamé, vidé, alors que la ville changeait de visage. Quand les honnêtes travailleurs dormaient, les fous et les criminels sortaient. J'avais pris l'habitude de ces retours dangereux. Parfois, je croisais un ivrogne agressif devant une épicerie. Parfois, quelqu'un surgissait d'une benne à ordures pour me détrousser à quelques pas de mon immeuble. J'étais constamment sur mes gardes. Mais une nuit, tout bascula. Je roulais tranquillement après avoir acheté des cigarettes et quelques courses. Les rues semblaient calmes, presque trop calmes. Je croyais avoir échappé aux ennuis. Jusqu'à ce que 2 voitures, juste devant moi, commencent à se chercher querelle. Un coup de klaxon rageur, un doigt d'honneur brandi par une fenêtre, puis un silence tendu. Au feu suivant, les 2 voitures s'arrêtèrent côte à côte. J'étais juste derrière elles. Je savais que quelque chose allait éclater. Et en effet, le conducteur de la première voiture ouvrit brusquement sa portière, sortit et se dirigea vers l'autre véhicule. Il frappa violemment du poing contre la vitre passager en hurlant « Descends et dis-le à ma face, enfoiré !» La vitre resta fermée. Pas un mot, pas un geste de l'autre côté.
Je pensais que ces types allaient simplement s'enfuir quand le feu passerait au vert. Mais je me trompais lourdement. Le conducteur excité continuait de hurler, d'insulter. Les autres voitures derrière nous klaxonnaient, excédées. Lui leur cria de fermer leur gueule. C'était presque grotesque, comme une scène absurde où un seul homme prenait en otage tout un carrefour. Et puis, la vitre de la voiture qu'il frappait commença à descendre, lentement. À mi-hauteur, elle s'arrêta. L'homme se tourna, intrigué. Moi, j'eus juste le temps de voir 2 éclairs dans la nuit et d'entendre 2 détonations sèches. Pop, pop. Je sus immédiatement, rien qu'au bruit sec et métallique qui résonna dans la nuit, qu'il s'agissait de coups de feu. Avant même que je ne puisse réagir, la voiture d'où provenaient les tirs accéléra brutalement, filant à une vitesse folle, sans doute 130 ou 140 km/h. Au début, je crus que les balles avaient manqué leur cible. L'homme visé ne bougeait pas, ne criait pas, ne semblait pas réagir. Il restait planté là, immobile, à fixer la voiture qui disparaissait déjà dans le noir. Mais quelques secondes plus tard, alors qu'il se tournait pour regagner sa propre voiture, je compris avec horreur que l'un des tirs, ou peut-être les 2, l'avait bel et bien touché. De face, il avait l'air presque indemne. Mais lorsqu'il pivota, je vis nettement que toute une portion de chair et de muscles avait été arrachée autour de son œil droit. La vision me donna la nausée. Il tituba, avançant de quelques pas maladroits, pendant que le sang se déversait de sa blessure en un flot épais, sombre, brillant sous les lampadaires. Je le vis lever la main vers sa tête, puis la retirer. Ses doigts étaient teints d'un couvert de rouge. Si j'avais été à sa place, j'aurais hurlé de panique. Mais lui, non. Il ne criait pas. Il ne semblait même pas ressentir la douleur. Comme si son cerveau refusait de comprendre. Il continua d'avancer, puis soudain ses jambes cessèrent de lui obéir. Je vis le moment exact où il comprit que quelque chose clochait. Il baissa les yeux, comme s'il pensait que son pied s'était coincé dans quelque chose. Mais non, c'était son corps qui lâchait. Une balle avait sûrement atteint son cerveau, perturbant son équilibre. Ses jambes se dérobèrent. Il s'effondra d'abord sur les genoux, puis sur les mains, comme s'il voulait ramper. Il tendit le bras vers la portière de sa voiture, ses doigts crispés, tremblants, cherchant désespérément un appui qui n'était pas là. La poignée n'était qu'à 1 mètre, mais pour lui, avec sa vision brouillée et son esprit vacillant, elle paraissait à portée. Puis d'un coup, il s'évanouit, la main suspendue dans le vide, figé dans un geste qu'il n'achèverait jamais. Derrière moi, un conducteur furieux klaxonna, cria à travers sa vitre que je devais avancer. Mais à ce moment précis, la rue entière sombra dans le chaos, comme si les coups de feu avaient été le signal de départ d'une panique générale. Les voitures accéléraient dans tous les sens. Les gens cherchaient à fuir, sans savoir si le tireur allait revenir. Moi, je restais paralysé, mon regard fixé sur ce corps effondré, dont on voyait par endroits l'os blanchâtre ressortir sous la chair déchirée. Du sang coulait en ruisseaux, s'échappant d'un trou béant dans son crâne. C'était sans doute l'une des pires choses que j'ai jamais vues, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Finalement, je sortis mon téléphone, les mains tremblantes, et j'appelai le 911. D'autres passants arrivèrent depuis le trottoir, certains s'approchèrent pour tenter de l'aider. Mais à voir l'état de la blessure, nous comprîmes tous qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Et effectivement, quand les ambulanciers le mirent sur une civière, il était probablement déjà mort. Je donnai aux policiers mon témoignage, tout ce que j'avais vu, mais je n'avais pas réussi à relever la plaque d'immatriculation de la voiture qui venait de filer.
Le tireur, assis côté passager, s'était volatilisé dans la nuit. Après ça, les flics me laissèrent rentrer. Mais pour moi, ce n'était pas fini. Pas du tout. Les jours suivants, je commençais à faire des cauchemars. Je revoyais sans cesse ce visage détruit, couvert de sang, cette chair arrachée. Je me réveillais trempé de sueur, incapable de rendormir. Puis je tombais malade. Je ne mangeais plus. Je ne sortais presque pas. Je ne dormais que par fragments. Peu à peu, je compris que ce que j'avais vu m'avait profondément marqué. Une amie me conseilla d'aller en thérapie. Ce ne fut pas un miracle, pas une guérison instantanée. Mais séance après séance, j'appris à mettre des mots sur cette horreur, à la rationaliser, à ne plus la revivre chaque nuit. Et avec le temps, très lentement, je pus recommencer à vivre presque normalement. Histoire 4, début, le journaliste. Je comprends que cette chaîne se nourrit de récits envoyés par les spectateurs. Et après avoir écouté l'histoire d'un journaliste anglais dans une vidéo intitulée « Mauvais chemin », j'ai pensé qu'il était temps de partager l'une des miennes. Une histoire ancienne, mais qui m'a marqué à jamais. Car moi aussi, jadis, j'ai travaillé dans la presse. De la fin des années 1960 jusqu'au début des années 2000, j'ai rédigé des articles pour des journaux prestigieux. The Times, la BBC, l'Associated Press. Mon métier m'a mené aux quatre coins du globe. L'Afrique, les Amériques, le Moyen-Orient lointain. Mais aucun endroit sur Terre ne m'a bouleversé autant que le pays dont je vais parler aujourd'hui, l'Afghanistan. La veille de Noël 1979, après des mois d'instabilité politique, des parachutistes soviétiques sautèrent du ciel au-dessus de Kaboul. Ils s'emparèrent de l'aéroport et dès le lendemain, l'URSS confirma ce que tout le monde redoutait. L'Afghanistan venait d'être envahi. Nous, les journalistes occidentaux, suivions l'événement avec une fascination glacée. Pour deux raisons. Si l'Afghanistan tombait, les Soviétiques obtenaient un accès presque direct à l'Inde, un pays qu'ils tentaient depuis longtemps d'arracher à l'influence de l'Occident. L'histoire elle-même nous criait que c'était un pari dangereux. Aucun empire n'avait jamais réussi à soumettre l'Afghanistan. Ni les Perses, ni les Grecs, ni même les terribles Mongols. Les Britanniques eux-mêmes avaient échoué à 3 reprises. On appelait ce pays le cimetière des empires. Mais cette fois, disaient les experts, c'était différent. Les Soviétiques avaient des chars, des avions, une puissance de feu colossale. Les campagnes rurales se rendaient sans combattre. On crut le pays conquis. Jusqu'au printemps 1980, quand les Moudjahidines, ces guerriers saints, revinrent en force. Ils attaquaient des convois, tendaient des embuscades. Peu à peu, le nombre de morts russes augmenta. Et plus les pertes soviétiques croissaient, plus l'intérêt international se portait sur ces résistants armés de vieux fusils transformés en AK-47. C'est à ce moment-là que moi, jeune reporter avide d'aventure, j'entrais dans l'histoire. Les États-Unis, grand soutien des Moudjahidines, passaient leur aide par le Pakistan. Armes, nourriture, médicaments et journalistes. Quand les rédactions comprirent qu'on pouvait nous faire entrer clandestinement par l'école Montagneux, les missions affluèrent, volontaires seulement. Ceux qui avaient femmes et enfants restaient à l'écart. Mais moi, j'étais jeune, célibataire, prêt à prouver ma valeur. Je pris donc l'avion pour Peshawar, au Pakistan, tout près de la frontière afghane. Là, je rencontrai Navid, un étudiant afghan qui avait fui Kaboul quand les arrestations avaient commencé. Il avait étudié l'anglais, parlait presque couramment. Ses amis, trop proches du régime communiste, l'avaient trahi. Contraint à l'exil, il avait rejoint les Moudjahidines. Mais grâce à sa langue,
Il était plus utile à l'arrière, au téléphone, qu'au front avec un fusil. Le rôle de Navid était clair. Il servait de porte-parole des Moudjahidines, leur voix vers l'extérieur. Il travaillait à susciter la sympathie et le soutien de la communauté internationale pour leur cause. À ce titre, il était déjà bien connu parmi les milliers de réfugiés afghans qui s'entassaient à Peshawar, chacun portant en lui une histoire tragique, une perte irréparable. Dès mon arrivée, il me conduisit dans une shekhana, littéralement une maison de thé, un de ces lieux où les réfugiés se rassemblaient pour partager nouvelles et souffrances. C'était un endroit saturé d'odeurs de thé noir brûlant, de poussière et de misère. Là, il m'introduisit auprès d'une femme dont le regard m'a hanté des années. Elle avait perdu ses 7 enfants, tous tués lors d'une attaque d'hélicoptères soviétiques qui avait mitraillé son village. Ses yeux étaient vides, morts, comme si toute lumière s'était éteinte en elle. Elle me confia que la seule chose qui la maintenait encore en vie était l'espoir fragile de voir les communistes chassés de sa terre. J'entendis d'autres récits, semblables, mais jamais moins terribles. Des vieillards mutilés, des pères endeuillés, des enfants devenus orphelins. Tous étaient les victimes directes de cette volonté brutale d'intégrer l'Afghanistan dans l'Empire soviétique. Chaque histoire était un coup de poignard et chaque voix résonnait d'un mélange de désespoir et de colère. À la fin de cette journée éprouvante, Navid me regarda longuement et me demanda « Es-tu prêt à rencontrer ceux qui se battent pour ces réfugiés et pour leur droit de retour ?» Je répondis sans hésitation. Je n'avais jamais été aussi près de ma vie. Le lendemain matin, nous commençâmes à planifier le voyage. Navid m'expliqua que les hélicoptères soviétiques patrouillaient la frontière pendant la journée. Cela signifiait une chose, nous devions voyager uniquement de nuit, sous peine d'être repérés et abattus. Mais paradoxalement, voyager de nuit pouvait s'avérer encore plus dangereux. Il y avait les soldats russes, bien sûr, ou les redoutables commandos Spetsnaz. Mais il y avait aussi des bandits, des criminels de montagne qui tendaient des embuscades aux voyageurs. Sans compter la nature elle-même, les glissements de terrain fréquents, les précipices invisibles et les prédateurs des montagnes, loups, ours et même léopards des neiges, qui n'auraient fait qu'une bouchée de voyageurs égarés. Comme si tout cela ne suffisait pas, le seul véhicule que Navid avait réussi à se procurer était une vieille guimbarde tadjike, une épave qui ne démarrait qu'après une longue série d'invocations murmurées par Navid, comme si la mécanique elle-même avait besoin de prières pour se mettre en marche. Mais malgré ces obstacles, je n'avais aucune intention de reculer. J'étais venu pour témoigner, et je ne rentrerai pas sans avoir fait mon travail. Le soir venu, quand le soleil plongea derrière les montagnes et que le ciel s'embrasa d'un orange sombre, nous montâmes dans la voiture brinque-ballante. La route s'élevait peu à peu et les montagnes se dressaient devant nous, colossales, silhouettes de géants endormis. Je pris le volant d'abord, profitant de la lumière déclinante. Mais quand la nuit fut complète, Navid insista pour conduire. Il avait reçu des instructions précises de ses contacts moudjahidines, un itinéraire à suivre à la lettre, le seul qui garantissait une relative sécurité. Heureusement, Navid connaissait chaque col, chaque détour de ses routes. Un seul problème, il souffrait de terribles migraines. Après 1 heure de nuit noire, je le vis se frotter les yeux, pincer l'arête de son nez, gémir de douleur. Je lui demandai s'il allait bien. Il me répondit qu'il avait l'habitude, puis avala quelques comprimés, mais cela ne suffisait pas. Je dus reprendre le volant. Et là, un nouveau problème apparut. J'étais anglais, donc habitué à rouler à gauche.
Mes réflexes prenaient le dessus et Navid, malgré la douleur, n'arrêtait pas de m'avertir. Monsieur David, s'il vous plaît, conduisez à droite. Je corrigeais aussitôt, m'excusais, mais quelques minutes plus tard, mes instincts reprenaient le dessus. Finalement, épuisé, Navid lâcha. Roulez du côté que vous voulez, monsieur David, mais préparez-vous à rencontrer Dieu si vous vous trompez. Ce manque de rigueur faillit nous coûter cher. À un moment, nous devions prendre un embranchement. J'attendis, roulai doucement, scrutant l'obscurité, mais aucun chemin ne se présenta. Après plusieurs minutes, je compris. Nous nous étions trompés de route. Quand je l'avouai à Navid, il poussa un juron en arabe, une supplique à Dieu, car cela signifiait que nous n'étions plus sur le trajet attendu par nos contacts. Et cela voulait dire que nous pouvions tomber sur n'importe qui, bandits, soldats pro-soviétiques, voire commandos russes. Navid était trop souffrant pour reprendre le volant. Je restai donc le conducteur, malgré mes erreurs. Nous continuâmes à rouler dans l'obscurité presque totale, sur des routes sinueuses qui s'accrochaient au flanc des montagnes. Et puis, soudain, un projecteur aveuglant s'alluma devant nous. Un ordre bref, hurlé en pachtoun, claqua dans la nuit. Navid m'ordonna de sortir de la voiture, mains en l'air. Je crois que c'était l'instant le plus terrifiant de toute ma carrière. Nous ignorions qui tenait cette lumière. Des moudjahidines, des soldats du gouvernement, des bandits avides de butin, ou même des spetsnaz russes, sachant quelques mots de pachtoun. Le faisceau nous clouait sur place. Une voix ordonna de fermer les portières et d'avancer. Nous obéîmes. Chaque pas résonnait comme une éternité. Dans ma tête, je me répétais « C'est fini, c'est ainsi que je vais mourir, abattu pour mes chaussures ou torturé comme espion étranger. » Et puis, au moment où j'allais céder à la panique, une voix douce, venue de derrière la lumière, prononça un mot familier. Le nom de Navid. Le comportement de Navid changea instantanément. C'était comme si, en une fraction de seconde, il venait d'entendre ses numéros gagnants à la loterie. J'appris plus tard qu'il avait crié en pachtoun « Oui, oui, c'est moi, Navid !» Et d'un seul coup, toute la situation bascula. Le projecteur fut éteint, les silhouettes armées s'avancèrent vers nous en riant. Ce n'étaient pas des bandits, ni des soldats soviétiques, mais bien ses camarades moudjahidines, postés à ce point de contrôle. Les armes se baissèrent, et soudain la tension mortelle de quelques secondes plus tôt se dissipa dans une vague d'accolades et de salutations. Navid tomba dans les bras de ses compagnons, ils échangèrent leurs salams avec effusion. Puis vint mon tour, il me présenta aux combattants, et à mon immense soulagement, ils semblèrent très heureux de me rencontrer. Après la peur glaciale, je respirai enfin. Mais rapidement, j'aperçus une série de gestes, d'échanges animés entre Navid et ses frères d'armes. Je ne comprenais pas un mot, mais je voyais l'inquiétude sur leurs visages. L'un d'eux pointa du doigt la route derrière nous. Le regard de Navid se figea, puis il se retourna, horrifié. Après quelques phrases rapides, il se jeta dans mes bras, m'étreignant si fort que j'en eus le souffle coupé. « Merci, monsieur David. Merci, merci, merci. » Je restai interdit, incapable de comprendre pourquoi il tremblait ainsi. Puis les yeux embués de larmes, il m'expliqua enfin. L'itinéraire qu'il avait reçu était le seul chemin sûr de toute la province. Chaque autre route était soit truffée de mines, soit surveillée par les soviétiques. Or, la route que nous venions d'emprunter était, elle, littéralement couverte d'engins explosifs improvisés, des mines à déclenchement par plaque de pression, prêtes à pulvériser tout véhicule roulant dessus.
Les Moudjahidines voulaient savoir comment nous avions pu traverser sans être réduits en miettes. La réponse, Navid la trouva rapidement. Les explosifs étaient toujours placés sur le côté droit de la route, là où circulaient aussi bien les Afghans que les Russes. C'était stratégique. Ainsi, les explosions frapperaient au plus près les camions et blindés ennemis. Mais moi, l'Anglais borné, j'avais passé tout le trajet à conduire à gauche, selon mes habitudes. Et c'est cette erreur, cette maladresse, qui nous avait sauvés. Sans le vouloir, j'avais évité les plaques de pression, passant exactement là où il n'y avait rien. Quand je compris, mes jambes faillirent céder. La conscience que nous avions frôlé la mort d'aussi près me fit trembler comme jamais. Le commandant du camp, quand il l'apprit, fut d'abord furieux. Nous avions failli gaspiller ces précieuses mines et révéler la position de ces hommes. Mais très vite, la colère céda à une sorte de respect craintif. Ces combattants disaient que nous étions bénis par Dieu, protégés par une main invisible. Je pus alors réaliser mon travail. J'interviewais le commandant, photographiais les hommes, partageais leurs repas frugaux autour du feu. J'écoutais leurs histoires de résistance et de perte, des récits à la fois bouleversants et pleins d'une foi inébranlable. Après quelques jours, Navid et moi reprîmes la vieille épave tadjik, cette fois escortée par un motocycliste pour ne pas nous tromper de route. À Peshawar, j'avais enfin mon reportage. Navid reçut sa paie de fixeur et mon rédacteur à Londres exulta. Nous tenions un scoop qui rendrait jaloux tous les autres journaux. Et moi, je rentrais à la maison, entier, du moins physiquement. Car en vérité, une part de moi resta là-bas, dans ces montagnes, à jamais liées à l'Afghanistan. J'y retournai encore 2 fois, en 1992 puis en 2001, juste après l'invasion américaine. En 1992, je crus percevoir un souffle d'espoir. Les factions semblaient pouvoir s'unir après le retrait soviétique et la chute du gouvernement communiste. Mais cet espoir s'évanouit vite. Je pensais qu'Afghanistan retrouverait un chemin vers la prospérité. J'avais tort, car bientôt un homme du nom d'Oussama Ben Laden, parmi tant d'autres, plongea le pays dans encore 20 années de guerre, de division, de souffrance. Aujourd'hui encore, malgré tout, il subsiste en moi une petite étincelle de foi pour ce pays, une flamme fragile qui refuse de s'éteindre. Mais avec les années, je comprends que si l'Afghanistan doit un jour connaître la paix et la prospérité, ce ne sera pas de mon vivant.